Le contexte de ce travail, c'est celui de flux mondiaux de capitaux vers l'agriculture qui entraîne une pression nouvelle sur le foncier. Dans le cône sud, cela a eu lieu dans le cadre d'une crise financière qui a eu lieu au début des années 2000, depuis l'Argentine, et celle d'Europe et des États-Unis de 2008, qui est alors conjuguée à une flambée des cours des matières premières agricoles. Ça a donné lieu à l'émergence de formes d'agro-business, c'est-à-dire, en tout cas ici on l'entend, comme une forme d'intégration de la production agricole à l'industrie, amont ou aval, ou aval d'ailleurs, et notamment via le placement de capitaux. C'est aussi une période qui a été qualifiée comme de financiarisation de l'agriculture, c'est-à-dire d'une prise d'importance des marchés financiers, des motivations, acteurs et institutions financières dans la vie économique. Enfin, c'est une période qui a été décrite pour cette région du monde comme une période d'accaparement foncier. Et ce que j'entends ici par accaparement foncier, c'est toute forme de concentration du foncier, donc pas seulement celle opérée par des États dans un but de souveraineté alimentaire. Ce mouvement, d'abord, ça a été une multiplication par 12 en 12 ans des investissements directs étrangers sur le sol uruguayen. Donc un peu plus d'un cinquième de ces IDE seraient placés dans l'agriculture selon la CEPAL. C'est aussi la moitié quasiment, enfin l'équivalent de la moitié des surfaces agricoles du pays qui a fait l'objet de transactions, c'est-à-dire de ventes, d'achat-vente. Cet intérêt pour le foncier a évidemment amené à une multiplication de son prix de 10 en 10 ans et de plus de 12 dans certaines régions, et une augmentation également de sa valeur locative qui a été multipliée par 7 en moyenne sur cette même période. Dans cette même période de temps, donc entre 2000 et 2014-2015, les surfaces de soja ont augmenté de 1200%, en atteignant presque 1,4 million d'hectares, alors que c'était une culture quasiment inexistante au début des années 2000. Il est le 6e exportateur mondial de soja sous forme de grains, puisque le soja uruguayen est exporté à 95% sous forme de grains non transformés. Et donc ça a amené au fait que les productions végétales sont devenues le premier poste d'exportation en Uruguay à partir de 2009, alors que historiquement c'est un pays qui était, depuis la colonisation, plutôt exportateur de laine, cuir et viande bovine, qui représentait 70 à 80% de l'exportation de biens et services du pays. Comment ces transformations ont pris place et comment cette financiarisation de l'agriculture a transformé les systèmes agraires, avec quelle création et répartition de valeur ajoutée et d'emplois. Et notamment de savoir qui place des capitaux dans ce secteur agricole, dans quel type de système de production et quel type d'agro-écosystème sont visés, quels choix techniques, type de gestion des capitaux et type d'accès aux fonciers sont présents dans ces systèmes de production, quelles relations se sont mises en place entre agents économiques et entre activités d'élevage et de grande culture. Et ce mouvement, dont on voit quelques effets, représente-t-il un phénomène d'accaparement des ressources et avec quelles caractéristiques? L'étudier, ça revient à étudier un objet complexe, un objet composé d'éléments d'interaction à différentes échelles et en mouvement. Donc c'est s'intéresser à l'articulation et l'interdépendance entre systèmes d'élevage et de culture, entre agents économiques impliqués dans la filière, entre unités de production, entre régions. Et c'est chercher à souligner l'évolution dans le temps des conditions d'accès aux ressources des agents économiques et les mécanismes de différenciation sociale qui en résultent. Du coup, cela nécessite de travailler à une échelle qui est supra à celle des systèmes de production agricole et de manière dynamique dans le temps pour montrer les phénomènes de stabilité et de rupture dans ces interrelations. Donc, je me suis basée principalement sur le concept de système agraire issu de l'École française d'agriculture comparée. C'est un système qui propose de mettre en valeur pour une collectivité humaine et un type d'agroécosystème le mode d'exploitation du milieu, les modalités d'accès aux ressources et de répartition de la valeur ajoutée, les relations avec l'amont, l'aval, entre producteurs et consommateurs et les conditions de production dont le système de coopératif. De ce fait, travailler avec ce concept de système agraire, c'est travailler avec une approche systémique qui s'appuie sur l'emboîtement de différentes échelles, puisque le système agraire est composé de la combinaison de différents systèmes de production. Chacun de ces systèmes de production regroupe un ensemble d'exploitations qui a accès à une gamme de ressources comparables et qui fonctionne de manière homogène.
Et ces systèmes de production sont eux-mêmes composés d'une combinaison spécifique de systèmes d'élevage et de culture. Donc on a vraiment cet emboîtement d'échelle entre système de culture et d'élevage, système de production, système agraire. Et l'identification du coup des caractéristiques techniques, des caractéristiques techniques, économiques et sociales et des trajectoires de ces systèmes de production permet de mettre en avant les mécanismes de différenciation sociale et économique qui se mettent en place entre eux, qui existent entre eux. Ce travail est réalisé sur la base de données primaires qui sont récoltées à l'échelle de la petite région grâce à des enquêtes historiques et technico-économiques auprès de producteurs, de retraités de l'agriculture et de techniciens et parties prenantes du secteur agricole. Dans le cadre de ce travail-ci, pour étudier l'impact de ce développement progressif de fermes financiarisées de production, j'ai choisi de travailler sur 2 régions d'études contrastées. D'abord, la région de Jung, comme on dit avec l'accent uruguayen, qui est située à l'ouest de l'Uruguay, qui est considérée comme un foyer d'expansion de la production de soja et de la mise en place du développement de poules de culture, et un foyer de l'achat de foncier par des étrangers. C'est une région qui possède une bonne connexion aux échanges marchands par la proximité des ports d'exportation et qui est considérée comme une région de grande culture au niveau national, avec pourtant un élevage qui est toujours présent et qui est toujours un pilier de production. La région d'Ancina, c'est la 2e région que j'ai choisie, qui est au centre-nord de l'Uruguay. Elle a été gagnée plus tardivement par la production de soja et le développement de poules de culture. Elle est plus enclavée et elle est considérée comme une région d'élevage avec pourtant une très importante croissance des grandes cultures depuis 10 ans, puisque les superficies y ont été multipliées par 12,5. L'agroécosystème de ces régions d'études, il est composé de plusieurs étages écologiques qui sont à la base de différences dans leur potentialité productive. La région du Jung comprend des interfluves cultivables pour 85% des surfaces, le reste étant occupé par des limageurs de cours d'eau qui sont non cultivables pour le soja puisque c'est une culture qui supporte très mal l'humidité. La région d'Ancina est composée à 50% d'interfluves cultivables, 30% environ de limageurs de cours d'eau inondables, et elle comprend aussi environ 30% de plaines alluviales anciennes, très planes. Ça, c'est la région d'Ancina, donc à gauche cultivée en soja et à droite plutôt en prairie permanente. La plaine alluviale ancienne avec une culture de riz et un lit majeur de cours d'eau avec la forêt-galerie qui s'étend le long du cours d'eau. Et dans la région de Jung, les interfluves sont là aussi cultivés en soja et en blé. Les lits majeurs de cours d'eau sont assez étroits et du coup sont utilisés pour du pâturage. Dans les années 90, ces systèmes agraires étaient organisés autour de la production de bovins-viande, plutôt dans des élevages naisseurs-engraisseurs qui étaient conduits en majorité sur la base de prairies permanentes. Du coup, on y trouvait différentes catégories d'agents économiques. D'abord des grands propriétaires éleveurs qui produisaient des vaches de réforme et des bœufs gras de 4 à 5 ans sur la base avec une force de travail salariée essentiellement. Des éleveurs qui fonctionnaient sur la base de surfaces plus réduites et sur un mode plutôt patronal. À partir des années 1930-1950, le gouvernement avait impulsé le développement de grandes cultures sur la base de migrants qui provenaient à la fois d'Europe de l'Est et du Brésil. Ces migrants, du coup, avaient développé des systèmes de production sur la base d'un foncier qui était pris en location aux grands propriétaires fonciers pour la production de blé et de tournesol à Jung et de riz à Ancina. Quelques-uns des polyculteurs éleveurs présents à Jung s'étaient aussi lancés dans les grandes cultures, aux côtés de la viande bovine, grâce au plan de soutien du gouvernement. Dans ces différentes catégories d'exploitation, on trouvait aussi donc une main-d'œuvre qui était majoritairement salariée, des contremaîtres qui avaient accès à des droits de pâturage sur une cinquantaine de vaches allaitantes, des ouvriers permanents qui n'avaient pas accès au foncier, et par contre, il y avait des journaliers spécialisés qui avaient, eux, un accès informel à la terre pour des exploitations qui faisaient de 1 à 15 hectares, ce qui leur permettait de vendre le surplus et de compenser l'irrégularité de leur activité salariée. Ces agents occupaient une part variable de l'agroécosystème au sein des 2 régions. Les facteurs de différenciation sociale et économique à cette époque étaient centrés à la fois sur un foncier peu cher,
une main-d'œuvre flexible et abondante et un accès au crédit qui était favorisé pour acquérir du matériel agricole. Au commencement des années 2000, il y a plusieurs difficultés en fait, qui se sont accumulées pour former un contexte de crise. D'abord, donc, les crédits agricoles dont je viens de parler étaient indexés sur le dollar, mais ils étaient associés à un prix bas des céréales et à des charges qui étaient en pesos. Et donc l'ensemble des cultivateurs, des polyculteurs et éleveurs ont connu un endettement qui s'est généralisé. En plus de ça, s'est ajoutée une épidémie de fièvre afteuse qui est venue bloquer les exportations au début des années 2000 et qui a généré un endettement des éleveurs. Cela avait lieu dans un contexte où la main-d'œuvre agricole était à 70% non déclarée et les familles des salariés ruraux vivaient à 43% sous le seuil de pauvreté. La crise financière du Cône Sud, du coup, au tout début des années 2000, a ajouté à ça, à cet endettement, en amenant un blocage généralisé du système bancaire. Donc le pays était quasiment en récession et des politiques ont été mises en œuvre, des politiques économiques notamment, pour attirer des capitaux étrangers et permettre la remise en marche de la machine économique et les réinvestissements. Dont parmi ces actions de politique économique, la dévaluation du peso, la libéralisation des flux de capitaux et la création de zones franches. Des politiques sociales ont aussi été mises en œuvre pour faire face à la pauvreté avec des aides alimentaires, des allocations. Et des politiques agricoles ont été mises en place pour contribuer à rétablir l'équilibre de la balance des paiements, dont l'ouverture de l'accès au foncier à la propriété du foncier pour les sociétés anonymes, l'autorisation de la commercialisation des OGM et des actions de traçabilité et de vaccination dans la filière viande pour gagner des marchés plus rémunérateurs pour la viande bovine à l'export. Donc c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'a eu lieu une première vague de capitaux qui provient principalement d'abord d'Argentine et d'origine brésilienne et qui va être investie dans le secteur, d'abord dans la région de June, aux surfaces de terres cultivables plus importantes. La première forme d'investissement de capitaux, ça va être l'achat de foncier par des familles argentines à des éleveurs ou polyculteurs-éleveurs qui étaient endettés. Ces nouveaux propriétaires fonciers, donc cultivateurs argentins, ont mis en place des productions en propre de soja sur leurs terres ou une mise en location des terres à des poules de culture. Les poules de culture, justement, c'est la deuxième forme d'investissement de capitaux qui a été réalisée plutôt par des consortiums d'investisseurs argentins. Ces placements sont effectués à court terme avec une attente de rentabilité annuelle élevée. Je vais vous expliquer juste après en quoi consistent les poules de culture. Dans l'ensemble du pays, une dernière forme d'investissement, c'est le rachat d'abattoirs par des entreprises brésiliennes. Pour ces entreprises, le but étant d'accéder aux marchés les plus rémunérateurs, puisque l'Uruguay a accès au marché libre de fièvre afteuse, à la différence de l'Argentine et du Brésil. Rapidement, ces entreprises ont mis en place des grilles de paiement pour inciter les éleveurs à la production de groupes d'animaux homogènes, plus jeunes, et gagner des parts de marché. Donc on est là aussi sur des placements de capitaux et sur la prise de contrôle d'une filière. Donc que sont les poules de culture? Et c'est une forme de production qui réunit des investisseurs souvent liés au secteur agricole au départ, qui prennent en location des terres à des propriétaires terriens et font appel à des possesseurs de matériel agricole pour réaliser les opérations culturelles. Le but pour eux est de produire du soja sur de grandes surfaces et de commercialiser de grands volumes sur les marchés internationaux. Cette forme de production, dont la logique de fonctionnement du coup se base sur l'exploitation de grandes surfaces de terre et des économies d'échelle, elle a été permise par la diffusion d'un paquet technique précis qui réunit soja OGM et résistant au glyphosate, donc à un herbicide total, et semi-direct. Ce qui permet de planifier l'usage des intrants et de planifier assez facilement aussi les opérations culturelles. Du coup, les seuls salariés de ces fermes productives sont des agronomes, une équipe logistique et administrative. Évidemment, les investissements effectués par ces acteurs vont entraîner une étape de différenciation sociale et économique, d'abord et en premier lieu dans la région de June, qui est la région où le pourcentage de terres cultivables est le plus important. Les grands éleveurs absentéistes qui étaient endettés vont vendre leurs terres ou les louer aux poules de culture. Et les polyculteurs éleveurs vont
également vendre ou mettre en location une part du foncier cultivable de manière temporaire pour régler leurs dettes et ensuite renouveler leur équipement et reprendre l'ensemble de leur propriété en faire valoir direct en maximisant leur production de soja et en diminuant la part de l'élevage dans leur système de production. Les cultivateurs qui étaient présents, en plus de l'endettement, ont souffert de la concurrence sur le foncier avec les poules de culture, qui du coup vont prendre en location quasiment l'ensemble du foncier cultivable. La demande en main-d'œuvre en élevage a fortement diminué, ce qui va entraîner des migrations. Et par contre, la main-d'œuvre en grande culture va être revalorisée avec des augmentations de salaire. Par contre, on leur demande de nouvelles compétences. Par contre, et donc pour finir, les journaliers non spécialisés ne vont pas connaître par contre d'amélioration de leurs conditions de travail.